Bonjour. Alors, dernièrement, on a parlé des types d'œufs avec réserve nutritionnelle, c'est-à-dire le vétellus. Bon, comme vous le voyez, on a ici un œuf qui contient des réserves nutritionnelles, c'est-à-dire des protéines, des vitamines et tout ce qui est donc nécessaire pour le développement embryonnaire. Nous allons parler maintenant de la segmentation. Bon, la segmentation, c'est la première étape du développement embryonnaire après la fécondation. C'est-à-dire, une fois le spermatozoïde ou bien les spermatozoïdes arrivent en contact avec l'œuf, ça va donner donc une fusion des deux cellules. Donc, deux cellules 2N, c'est-à-dire deux copies génétiques ou bien deux copies de chromosomes mâle et femelle. Une fois la fécondation, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, ce qu'il va y avoir, comme on a dit déjà, l'œuf, ici, au départ, soit elle contient des réserves nutritionnelles à l'intérieur de l'ovule, soit elle ne contient pas de réserve nutritionnelle. Donc là, tout dépend de l'espèce animale. Chez l'être humain, on a dit que, et aussi chez les mammifères en général, on a dit que l'œuf ne contient pas de réserve nutritionnelle. C'est-à-dire il y a pas de réserve nutritionnelle chez l'œuf de l'être humain. Par contre, si je prends le cas des oiseaux ou bien le cas des amphibiens, comme le cas des grenouilles, crapaudes, etc., l'œuf, elle contient des réserves nutritionnelles. Pourquoi? Parce que le développement embryonnaire, ou bien notre embryon, il va se former à l'extérieur du corps de la femelle et il a besoin de ressources nutritionnelles, il a besoin d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va puiser ou bien ce réserve nutritionnelle et ces réserves énergétiques à partir de l'œuf. Par contre, chez l'être humain, l'embryon, il peut s'alimenter directement à partir de l'utérus, c'est-à-dire à l'intérieur du corps de la maman. Voilà, donc dans ce diapo, vous avez là ce qu'on appelle le démarrage de la segmentation. Donc je vais parler en général. Quand on arrive à la fécondation, ce qui va se passer, donc le zygote, il va y avoir donc ce qu'on appelle le clivage cellulaire ou bien des divisions cellulaires. Il va y avoir des divisions cellulaires, plusieurs divisions cellulaires, jour après jour.
Et donc, ça va donner un amas cellulaire qu'on appelle morula. On appelle ça morula. Donc, le départ de la segmentation, c'est un zygote diploïde de zen. La fin de la segmentation, c'est un amas cellulaire مجموعة من الخلايا منقسمة un amas cellulaire qu'on appelle morula. Je vais essayer d'expliquer un peu en arabe. يعني عندما تكون عملية التلقيح la fécondation أول ما يحدث انقسامات خلوية نسميها لا سيجمنتاسيون أو التقسيم الخلوي. طبعا نحن قلنا هنالك مجموعة من يعني les espèces animales يعني من الأنواع من الحيوانات comme le cas des amphibiens. Voilà. الريزيرف نيتريسيونال يعني خزان للغذاء لأن البويضة عند الإنسان أو عند الثدييات بشكل عام راح تكون راح الجنين يتحصل على الغذاء تاعو أو الغذاء من عن طريق رحم الأم. إذن في الأخير نقولوا لا سيجمنتاسيون هي انقسام خلية إلى عدة خلايا في الأخير حتى تعطينا ما يسمى موريلا. بعد ذلك موريلا راح تتحول إلى بلاستيلا أو ما يسمى بلاستوسيست. إذا بلاستوسيست أو بلاستيلا هي أيضا مجموعة من الخلايا، ولكن في وسط هذه الخلايا هنالك فجوة ممتلئة بسائل واللي راح نسميوه البلاستوسيست. أي الفرق ما بين موريلا وبلاستوسيست هو وجود هذه الفجوة التي تحتوي على سائل. Alors, maintenant, on va parler de la segmentation chez les amphibiens. Donc, les amphibiens, donc البرمائيات, comme le cas des grenouilles, des salamandres et des crapaudes. Donc, vous avez ici si vous voulez, ou bien un diapo qui montre quelques espèces d'amphibiens. Donc les amphibiens, ils ont un mode de vie qui, si vous voulez, aquatique et terrestre. Donc ils vont vivre dans un milieu aquatique, c'est-à-dire ils font la fécondation et ils pondent des œufs dans un milieu aquatique, et aussi ils peuvent donc vivre dans un environnement terrestre. Voilà. Concernant maintenant l'œuf des amphibiens. L'œuf des amphibiens, je vais prendre l'exemple de grenouille, comme on a déjà montré le développement embryonnaire chez une espèce de grenouille. Vous avez l'œuf, elle est donc ça c'est si vous voulez l'œuf qui est, ou bien à l'origine c'est quoi? C'est l'ovule d'une femelle. Elle contient le matériel génétique féminin. D'accord. Maintenant, le spermatozoïde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pénétrer au niveau de cet œuf. Bon, essayez de voir à gauche de cette diapo. Vous avez une coupe, là où on montre bien donc les réserves nutritionnelles qui se trouvent sous forme de points. Vous le voyez ici, sous forme de points, et sous forme de petites ou bien de petits granules. Voilà. Donc, on les appelle donc les vétulismes. Maintenant,
quand il va y avoir la segmentation. Quand il va y avoir la segmentation après fécondation. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ce qu'il va y avoir maintenant, on va essayer de voir à gauche, plutôt à droite. Vous allez voir qu'il y en a des divisions cellulaires. Donc on a des divisions cellulaires, mais qu'est-ce qu'on remarque dans ces divisions cellulaires? On remarque qu'il y en a deux pôles. Un pôle, si vous voulez, supérieur et un pôle inférieur. Le pôle supérieur, on l'appelle le pôle donc animal et le pôle inférieur, on l'appelle le pôle végétatif. Végétatif. Donc le pôle végétatif. Quelle est la différence entre ces deux zones? Quand il va y avoir la division cellulaire, c'est-à-dire la segmentation ou bien le clivage cellulaire, les divisions cellulaires au niveau du pôle supérieur ou bien le pôle animal sont beaucoup plus rapides. Donc on voit très bien qu'on a un nombre important de cellules divisées par rapport au pôle inférieur qui est le pôle végétatif. C'est-à-dire la segmentation dans le pôle végétatif ou bien inférieur, elle est lente. C'est-à-dire que on a une segmentation qui est lente, qui n'est pas rapide. Comme vous le voyez ici, on n'a pas encore la formation de cellules divisées. Pourquoi? Parce que, comme on a déjà dit que cette cellule, elle contient des réserves nutritionnelles. Et ce sont ces plaquettes de réserve nutritionnelle qui se trouvent au niveau du pôle inférieur ou bien le pôle végétatif. Ils vont freiner la division cellulaire. Ils vont freiner, non pas freiner à 100%, mais ils vont alourdir. Ils vont alourdir la division cellulaire. Ça va devenir une division beaucoup plus lente parce que l'amas, si vous voulez, ou bien le poids de ces réserves nutritionnelles, il va surcharger, il va un petit peu ralentir la division cellulaire au niveau de ce pôle. Voilà la segmentation chez les amphibiens. Alors, on dit que c'est une segmentation qui est totale. Totale, ça veut dire que toute la cellule, dans sa totalité, elle va se diviser. Donc, il va y avoir des divisions cellulaires partout au niveau de l'œuf. On dit que c'est une segmentation holoblastique. Holoblastique, ça veut dire totale, toutes les cellules, toute la partie cellulaire qui va subir la segmentation. Donc, numéro 1, première division cellulaire. 2, deuxième division cellulaire, 3, etc. On voit et on commence à remarquer au niveau de numéro 4 que le pôle animal a déjà subi la segmentation, mais le pôle végétatif n'a pas, le V ça veut dire végétatif, A ça veut dire apical, n'a pas encore terminé, si vous voulez, terminer la division cellulaire. Et on a dit parce que au niveau du pôle végétatif, on a la concentration des réserves nutritionnelles, elle est importante au niveau de ce cytoplasme, ce qui va alourdir la division cellulaire. Donc, la division cellulaire, on a une succession de divisions, vous le voyez ici. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à numéro 7, étape 7? Vous allez voir donc toute la cellule qui a été segmentée, un nombre très important de cellules qui se trouvent au niveau du pôle apical et des cellules qui sont un petit peu de grande taille et peu nombreuses au niveau du pôle
végétative. Alors, au niveau de l'étape 7, on parle de morula. Donc, c'est quoi morula? C'est un amas cellulaire. Ensuite, au niveau de l'étape 8, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, il va y avoir la formation d'une cavité au niveau du pôle apical. La formation d'une cavité qui contient un liquide. Donc, des cellules qui vont entourer cette cavité et on appelle au niveau de cette étape l'embryon, on va l'appeler blastula. Pourquoi? Parce qu'on a une cavité qu'on appelle blastocèle. Voilà. Alors, une petite explication en arabe. Donc, هنا قلنا عندنا انقسامات خلوية راح تكون انقسامات خلوية. هنالك إذن قطب ما يسمى بقطب يعني العلوي والقطب السفلي. لاحظوا أن هنالك انقسامات خلوية مختلفة عند القطب العلوي والقطب السفلي من البويضة، لأن القطب السفلي من البويضة اللي هو يرمز إليه بالفي يعني فيجيتاتيف، هذا القطب يحتوي على كمية يعني مركزة من المخزون الغذائي لدى الجنين، يعني السيتوبلازم على مستوى الخلية يحتوي الكثير من البروتينات والأغذية الخاصة بالجنين، وبالتالي الانقسام الخلوي على مستوى المنطقة راح يكون ثقيل وراح يكون يعني بطيء جدا. إذن هذا الاختلاف في الانقسام يشكل أن هنالك عندنا العديد من الخلايا على مستوى القطب العلوي يعني كمية قليلة من الخلايا على مستوى القطب السفلي، وكذلك هنالك خلايا لها حجم كبير بالنسبة للقطب السفلي على ما هو عليه في القطب يعني العلوي. الآن في الأخير راح يتشكل لدينا فجوة تحتوي على سائل نسميوه البلاستوسيل، وبالتالي راح يتشكل لنا ما يسمى بالبلاستوسيل. إذا الجنين في الأخير لدى هاد مثلا ليسباس اللي تكلمنا عليها، قلنا على مستوى الضفادع، عند الضفادع على سبيل البرمائيات راح يكون نسميوه بلاستولا. Donc, la fin de la segmentation تعطينا blastula. Ici, une petite comparaison entre les différents types de segmentation chez certaines espèces. Donc, on a parlé de la segmentation chez les amphibiens et nous allons voir ou bien comparer la segmentation chez les amphibiens avec la segmentation chez l'être humain et d'autres espèces. Alors, tout d'abord, on a dit que la segmentation chez les amphibiens, elle est totale, c'est-à-dire holoblastique. Bon, la segmentation chez les amphibiens en bas, donc vous allez voir la figure qui se trouve en bas, ici, vous avez ce qu'on appelle une segmentation inégale. C'est-à-dire غير متساوية. Pourquoi? Vous avez des cellules qui sont dans le pôle apical ou bien le pôle supérieur, qui sont de petite taille, alors que les cellules qui se trouvent dans le pôle végétatif, qui se trouve en bas, ils sont de grande taille. Donc déjà, ils sont inégaux concernant la taille.
Ensuite aussi, elle est inégale en termes de nombre de cellules segmentées, ou bien la vitesse de segmentation. هذا chez les amphibiens, comme on a déjà expliqué dans la vidéo précédente. Maintenant, la segmentation chez l'être humain, c'est une segmentation qui est subégale ou bien égale. Subégale ou bien égale, parce que vous avez les cellules qui sont presque de la même taille. On n'a pas un pôle apical et un pôle végétatif, c'est-à-dire les cellules sont presque de même taille et donc aussi en termes de vitesse de segmentation, donc elle est presque la même. Donc la segmentation chez l'être humain aussi c'est une segmentation totale ou bien holoblastique, c'est-à-dire toutes les cellules vont se segmenter. Toute la région de l'œuf, elle va se segmenter. Je reviens donc. Segmentation chez les amphibiens, elle est totale, holoblastique et inégale. La segmentation chez l'être humain, elle est totale, holoblastique et égale ou subégale. Maintenant, je vais vous montrer d'autres espèces. Alors, si je prends par exemple le cas des oiseaux, l'œuf si vous voulez, l'œuf d'oiseaux ou bien des insectes. Donc là, vous avez à gauche l'œuf des oiseaux et des reptiles, les reptiles, les humains, alors, comme le serpent, etc., le lézard, etc. Donc, vous avez premièrement, si je prends l'œuf qui va être fécondé, on remarque que ici, si je reviens sur le tableau, on a parlé de type d'œuf en termes de réserve nutritionnelle. Vous allez remarquer que chez les oiseaux et les reptiles, que la réserve nutritionnelle, elle est ce qu'on appelle télo. Elle est télolécite. Télolécite, ça veut dire que elle est concentrée, si vous voulez, ou bien qu'elle est donc concentrée au niveau du pôle, au niveau d'un pôle, un pôle supérieur de l'œuf, comme un disque. Vous le voyez ici comme un disque. Et qu'est-ce qu'il va y avoir donc? Il va y avoir la segmentation dans cette zone, uniquement dans cette zone. C'est-à-dire les divisions cellulaires ou bien la segmentation, elle est partielle. Elle ne concerne pas la totalité de l'œuf. Regardez bien les cellules qui se trouvent divisées dans un disque, seulement dans un pôle. Donc, on dit que c'est une segmentation partielle ou méroblastique. Ce n'est pas toute l'œuf qui va se segmenter. C'est seulement une partie qui se trouve c'est-à-dire discoïde, qui se trouve dans un pôle supérieur. Si je prends maintenant le cas des insectes, vous allez voir que la division cellulaire ou bien la segmentation, elle va donc concerner que... On va voir maintenant un autre type ou bien de segmentation qu'on appelle la segmentation
partielle ou bien myroblastique. Donc, on a la segmentation totale et on a holoblastique et la segmentation partielle myroblastique. La segmentation partielle myroblastique, on va la trouver chez les oiseaux, les reptiles et les insectes. Comme vous le voyez ici, vous avez donc un œuf d'oiseau ou bien de reptile et vous avez les cellules qui vont se diviser juste dans un pôle ou bien dans un disque apical, un disque qui se trouve dans une zone apicale au niveau de, si vous voulez, de l'œuf. Vous voyez que ce n'est pas la totalité de l'œuf qui va subir la segmentation après fécondation. Après fécondation. Donc la segmentation concerne que une zone discoïde. À la fin, vous voyez ici, donc dans l'étape F, au niveau des oiseaux et des reptiles, on a un amas de cellules divisées qui vont former un disque. Donc ça, vous pouvez le voir chez les oiseaux et les reptiles. Les reptiles comme le cas des lézards, comme le cas des serpents. Alors, maintenant, si je reviens sur les insectes, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, chez les insectes, vous avez de la segmentation, elle est partielle, mais cette fois-ci, elle n'est pas discoïde, c'est-à-dire dans un disque qui se trouve dans un pôle, mais plutôt elle est à la périphérie de l'œuf, c'est-à-dire elle se trouve, si vous voulez, dans, voilà, dans le cercle ou bien à la périphérie de l'œuf. Donc cette division cellulaire, elle concerne l'œuf des insectes. Donc après fécondation, il va y avoir la segmentation et la segmentation ne concerne que la partie, si vous voulez, périphérique. Ici, vous avez une segmentation. Ici, un autre exemple. Vous avez ici un autre exemple de la segmentation. Alors, d'après vous, la segmentation, elle est comment? Est-ce qu'elle est holoblastique ou bien myroblastique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est totale ou bien partielle? Est-ce qu'elle est égale ou bien inégale? Ici, vous avez une autre espèce chez l'oursin, les oursins. L'œuf, après fécondation, donc juste après fécondation, constitue ce qu'on appelle un zygote. Elle ne contient pas une grande quantité de réserves nutritionnelles. C'est un œuf, on dit oligolécite. Vous pouvez donc regarder le tableau des différents œufs qu'on a déjà expliqué. Alors, donc il va y avoir la segmentation avec des divisions cellulaires en plusieurs stades. Ce qu'on appelle le stade 2, le stade 4, le stade 8, le stade 16 et le stade 32. Donc il va y avoir une succession de divisions cellulaires qui va donner des cellules identiques. Voilà, donc, et vous aurez à la fin ce qu'on appelle au stade 16, on peut parler de morula. Au stade 32, on peut parler de morula et juste après, il va y avoir la formation de la cavité du blastocèle et on parle dans ce cas-là de blastula. La segmentation chez l'être humain, c'est une segmentation qui va donc se faire au niveau de l'oviducte, d'accord?
Et il va y avoir donc des divisions. Ici, vous avez donc l'utérus de la femelle chez la femme, et vous avez l'ovaire, et vous avez entre l'ovaire et l'utérus un canal qu'on appelle l'oviducte. Donc il va y avoir la fécondation au niveau de la partie qu'on appelle l'ampoule, au niveau de l'oviducte, et il va y avoir la segmentation cellulaire, stade 2, stade 4, etc., etc., pour former ce qu'on appelle morula et blastula, ou bien blastocyste. Donc cette segmentation ou bien ces divisions cellulaires, ils vont durer à peu près pendant une semaine. Une semaine.